En théorie, la liberté est essentielle dans une démocratie. Mais en pratique, est-ce possible que la démocratie nous plonge dans la servitude sans qu'on s'en rende compte? Salut! On arrive au dernier résumé de cette année de la démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville. Parmi tous les livres au programme des prépas scientifiques, c'est sûrement le plus difficile à lire, car il faut beaucoup de prérequis et de vocabulaire pour s'en sortir. Et je ne vais pas le cacher, j'ai vraiment galéré pour bien comprendre ce que Tocqueville avait à nous dire. C'était encore plus difficile de réaliser cette vidéo, donc si tu apprécies mon travail, tu peux t'abonner et lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En attendant, je lance le générique. On voit les bases. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples parce que vous êtes trop. De la démocratie en Amérique est un essai écrit par le français Alexis de Tocqueville où il analyse ce qu'il a vu pendant son voyage aux États-Unis. Il étudie le système démocratique américain du 19e siècle pour ensuite donner une définition générale de la démocratie. La démocratie est loin d'être un système parfait. Tocqueville va présenter les dangers de la démocratie et il va proposer des remèdes pour éviter ces dangers. Il faut en convenir. La lecture de la démocratie en Amérique, de Tocqueville, n'a rien d'un exercice de facilité. Ça c'est sûr, rien que la structure de l'œuvre est complexe. Donc, première chose avant de commencer, il faut comprendre comment tout ça s'organise. L'œuvre se décompose en deux tomes. Le premier tome sort en 1835 et contient 2 parties. Le deuxième tome paraît en 1840 et contient 4 parties. Chaque partie est décomposée en chapitres. Bon alors là, il faut faire un peu attention car certains remplacent tome par livre, partie ou encore volume, ce qui peut porter à confusion. Bref, peu importe, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça ne forme qu'une seule œuvre. Et j'ai compté, il y a en tout 83 chapitres. La bonne nouvelle, c'est qu'on nous demande de lire uniquement la partie 4 du tome 2, ce qui représente 8 chapitres seulement. Oh my God! Le problème, c'est qu'en mettant de côté les autres parties, on perd des informations nécessaires à la bonne compréhension de cette dernière partie. Pour rattraper le coup, voici un mini récapitulatif de l'œuvre. Dans son premier tome, Tocqueville rapporte ce qu'il a vu du système démocratique américain, avec ses institutions et son organisation. Dans les 3 premières parties du tome 2, il analyse l'influence de ces institutions sur les idées, les sentiments et les mœurs des individus. Dans la dernière partie, il analyse l'influence qu'exercent les idées et les sentiments démocratiques sur la société politique. Ici, il ne s'agit plus de la démocratie en Amérique, mais de la démocratie en général. C'est ici qu'il met en avant les caractéristiques qui définissent une démocratie, quel que soit le pays. Cette partie va généraliser tout ce qui a été présenté dans l'œuvre. Pour mieux comprendre ces idées, il faut d'abord comprendre la vie de Tocqueville en plongeant dans son époque. C'est parti. Commençons par la situation en France. Tocqueville a vécu entre 1805 et 1859, peu après la Révolution française. Avant la Révolution, la France est sous la monarchie absolue, un régime où le roi a le plein pouvoir. La Révolution signe la fin de la monarchie absolue, tout comme la fin de l'Ancien Régime. L'Ancien Régime correspond à l'organisation de la société où la population est divisée en 3 ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Bien entendu, chaque ordre n'était pas traité de la même manière. Par exemple, il n'y avait que le tiers-état qui payait des impôts. Les représentants du tiers-état n'acceptaient plus ça, donc ils ont mis en place la première Assemblée nationale constituante, c'est-à-dire que les 3 ordres se sont rassemblés pour rédiger la première constitution. Une constitution est un texte qui détermine l'organisation et le fonctionnement d'un État. On peut dire que c'est le mode d'emploi du fonctionnement d'une société. Le roi se voit obligé d'accepter la nouvelle constitution, ce qui lui enlève du pouvoir. C'est ce qu'on appelle la monarchie constitutionnelle. Bon, je ne vais pas détailler tous les événements et tous les régimes mis en place jusqu'à aujourd'hui, parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. Pour l'instant, il faut juste retenir que c'était un sacré bordel. Les régimes politiques se sont succédés sans jamais trouver une stabilité sur le long terme. On peut dire que Tocqueville vivait dans une période agitée et instable. Donc ça chauffe pour l'aristocratie. L'aristocratie, c'est un régime politique où le pouvoir est détenu par une petite partie des individus. Littéralement, ça veut dire le pouvoir au meilleur, ce qui s'oppose à la démocratie, le pouvoir au peuple. L'Ancien Régime est un système aristocratique. Le roi et les nobles gouvernent le peuple parce qu'ils ont été privilégiés. Ils sont nés dans la bonne famille, ce qui leur donne accès au pouvoir. À la base, les Tocqueville sont aristocrates et ils sont pour la monarchie. Mais Alexis de Tocqueville ne reste pas attaché à ses origines. Il voit bien que la monarchie perd de son influence. Pour lui, il ne faut pas aller contre le mouvement de l'histoire, donc il se rallie au régime politique qui s'impose,
même si ce n'est pas toujours facile. En 1831, il est envoyé aux États-Unis avec Gustave de Beaumont pour étudier le système pénitentiaire américain. Mais pour Tocqueville, c'est plus une occasion pour étudier le système démocratique américain. C'est après ce voyage qu'il sort de la démocratie en Amérique. Mais à cette époque, à quoi ressemble l'Amérique? Pour mieux comprendre, il faut revenir en arrière. L'Empire britannique envoie des troupes pour coloniser le continent américain. 13 colonies prennent place sur la côte est. Ces colonies restent sous l'influence de la monarchie constitutionnelle de l'Empire britannique. Au début, ça se passe plutôt bien, mais les colons commencent à râler quand le Parlement anglais impose de nouvelles taxes alors qu'ils ne sont même pas représentés au Parlement. Les tensions montent, ce qui provoque la Révolution américaine. Peu à peu, les colonies veulent aussi leur indépendance pour ne plus être sous l'Empire britannique, ce qui mène à la guerre d'indépendance. Les colonies gagnent la guerre, ce qui donne naissance à la République des États-Unis d'Amérique. Ils pondent une constitution et George Washington devient le premier président des États-Unis. Pour Tocqueville, l'Amérique est un bon terrain pour étudier la démocratie, car c'est ici que la démocratie existe à l'état pur. Au contraire, en Europe, la démocratie est ralentie par l'aristocratie et par des résistances culturelles. Son étude du système américain lui a donc permis de mieux comprendre ce qui se passe en France, et donc de déceler les mécanismes d'une démocratie en général. C'est ce que nous allons voir dans la 4e partie de son œuvre. En réalité, la théorie de Tocqueville est assez simple. La démocratie pousse à l'égalité, mais il y a un risque, la perte de la liberté. Cela veut dire que le gouvernement va prendre tous les pouvoirs pour rendre les individus égaux entre eux. C'est le phénomène qu'on appelle la centralisation du pouvoir. Et bien entendu, c'est une forme de servitude. L'individu perd sa liberté au nom d'un pouvoir unique qui va tout faire pour que tous les individus soient égaux. Heureusement, il y a des remèdes pour contrer cette servitude. Cela peut se résumer à garantir une certaine liberté au peuple, ce qui leur donnera une indépendance face au gouvernement. Mais attends, de quoi on parle là? Démocratie, égalité, liberté, nous voilà avec tout un tas de termes hyper abstraits qui veulent tout et rien dire finalement. Il faut donc commencer par bien définir tout ça pour savoir de quoi on parle. Tout d'abord, la démocratie. Dans le sens courant, cela désigne un régime politique où c'est le peuple qui a le pouvoir. Il y a plusieurs façons de donner ce pouvoir au peuple. Le plus répandu, c'est quand le peuple choisit des représentants par le vote et ces représentants sont chargés d'appliquer le pouvoir. Ça s'appelle la démocratie représentative. Mais pour Tocqueville, la démocratie n'est pas seulement un régime politique. La démocratie est d'abord un état social, c'est-à-dire que la démocratie est une organisation sociale particulière. Alors à ton avis, autour de quoi sont organisées les sociétés démocratiques? Premièrement, l'égalité. Mais de quelle égalité parle-t-on? Premièrement, il y a l'égalité civile ou égalité de droit, c'est-à-dire que tout le monde doit être traité de la même manière devant la loi. Deuxièmement, il y a l'égalité sociale ou égalité des conditions. Cette égalité est un peu plus complexe à définir car elle dépend encore de quoi on parle. Donc on va se caler sur la définition donnée par Tocqueville. L'égalité sociale signifie qu'il n'y a pas de différence héréditaire des conditions et que toutes les occupations, toutes les professions, toutes les dignités, tous les honneurs sont accessibles à tous. En gros, chacun est libre d'aller où il veut et de faire le métier qu'il veut. Dans l'Ancien Régime, on s'en foutait de l'égalité sociale. Bien au contraire, si tu étais paysan, tu ne pouvais pas espérer devenir un noble. Bref, il faut savoir que Tocqueville parle principalement de l'égalité des conditions. Maintenant, passons au second principe de la démocratie, la liberté. Tocqueville parle de liberté politique, c'est le plaisir de pouvoir parler, agir, respirer sans contrainte. Cela implique la liberté individuelle, la liberté d'expression et beaucoup d'autres libertés que je ne citerai pas. Ok, donc pour avoir une démocratie, il faut l'égalité et la liberté. Eh ben, Tocqueville n'est pas de cet avis. Comme on l'a déjà vu, le risque de la démocratie, c'est que l'égalité se développe de manière excessive, et cela au détriment de la liberté. Si tu es toujours là, on peut aller plus dans le détail pour mieux comprendre comment ça marche. Attention, ce résumé n'est pas complet et ne rentre pas complètement dans les détails. Il permet juste d'avoir une compréhension globale de l'œuvre. Tocqueville prévient le lecteur. Il va reprendre des éléments qu'il a déjà développés dans les parties précédentes, mais cette fois-ci dans le but de montrer l'influence des idées et des sentiments sur le gouvernement. Chapitre 1er. Dans ce premier chapitre, Tocqueville va expliquer dans les grandes lignes les conséquences de l'égalité des conditions. L'égalité mène à deux tendances. Première tendance, l'égalité mène les hommes vers l'indépendance. Mais comment ça l'indépendance? Quelle indépendance? Vu qu'avec l'égalité, tout le monde se retrouve à peu près au même niveau, chaque individu a de moins en moins besoin de l'autre. Donc les hommes sont indépendants entre eux.
Il y a aussi l'indépendance face au pouvoir politique. Avec l'égalité, les individus ne supportent pas qu'il y ait un pouvoir au-dessus d'eux. Ils développent une sorte d'indocilité, c'est-à-dire qu'ils ne se laissent pas faire, ils refusent de se plier aux règles et ils contestent le pouvoir. Ce désir d'indépendance leur donne l'amour de la liberté politique, c'est-à-dire que les hommes veulent que le gouvernement reste sous leur contrôle. Cela les pousse à mettre en place des institutions libres, c'est-à-dire des organisations indépendantes du gouvernement. Cette indocilité et cet amour pour la liberté politique peut facilement mener à la première menace, l'anarchie. L'anarchie, c'est l'absence de pouvoir. Cela veut dire qu'il n'y a pas de gouvernement ou d'autorité qui commande. En étant indépendant, aucun individu n'est sous la domination d'un autre. La deuxième tendance est une tendance contraire. L'égalité peut mener les hommes vers la servitude, c'est-à-dire que le pouvoir a une emprise totale sur chaque individu. Pour Tocqueville, cette seconde menace est invisible, cachée dans l'ombre, ce qui fait que la servitude est difficile à éviter. Au contraire, l'anarchisme, lui, est évident, c'est donc facile de l'éviter. Il faut donner plus d'attention à cette deuxième menace, et ça va être le rôle des prochains chapitres. Chapitre 2. Tocqueville présente les idées des peuples démocratiques, c'est-à-dire la manière qu'ont les individus de s'imaginer la démocratie et comment ils la conçoivent. De manière naturelle, quand les gens pensent à la démocratie, ils pensent à l'égalité, ce qui veut dire que tout le monde doit être traité de la même manière. Pour répondre à cette exigence, les individus pensent que le pouvoir doit être le même pour tout le monde. Donc, il faudrait un seul et unique pouvoir qui s'applique de la même manière sur tout le monde. De manière naturelle, cela pousse à la centralisation des pouvoirs dans le but de former un pouvoir unique. Ce n'était pas le cas dans l'Ancien Régime. Avec l'aristocratie, la tendance naturelle était d'avoir des pouvoirs secondaires, ou encore pouvoirs intermédiaires. Que veut dire pouvoir secondaire? Ce sont des pouvoirs indépendants par rapport au pouvoir central. Mais la monarchie absolue n'est-elle pas censée donner tous les pouvoirs au roi? Eh bien, en réalité, le roi n'était pas le seul pour administrer la société. Les nobles étaient là pour l'aider, mais ils avaient une forme d'indépendance. Chacun avait un petit bout de pouvoir qu'il pouvait appliquer indépendamment de son côté. Donc, le pouvoir n'était pas unique, mais sous la forme de plusieurs pouvoirs secondaires répartis entre les nobles. Revenons sur nos idées démocratiques. En plus d'un pouvoir unique, le peuple demande une législation uniforme. Cela veut dire que les lois et les règles doivent être les mêmes pour tout le monde. Donc, au fur et à mesure, les individus sont de plus en plus égaux. De plus, les Américains ont l'idée que le pouvoir doit être choisi par le peuple, mais une fois qu'il est en place, ils reconnaissent que ce pouvoir a le droit de tout faire. Cette idée se répand en Europe, et plus particulièrement en France, car la Révolution a effacé les pouvoirs secondaires de l'Ancien Régime pour laisser place aux idées d'un pouvoir unique qui applique les mêmes pouvoirs pour tout le monde. Chapitre 3. Avec ces idées sur la démocratie, les hommes ont de nouveaux sentiments. Déjà, la démocratie leur donne l'amour de la tranquillité. En effet, maintenant que tout le monde est au même niveau, l'individu ne doit rien à personne et il n'attend rien de personne. Il n'a ni supérieur ni inférieur. Donc il se suffit à lui-même, ce qui veut dire qu'il se focalise sur ses propres affaires et sur sa vie privée. Par exemple, travailler, s'enrichir et avoir des loisirs avec sa famille et ses amis. De là vient son amour pour le bien-être et son amour pour la tranquillité. Mais il y a une conséquence. Cet individu n'a ni le temps, ni l'envie de s'occuper des affaires communes et il s'en fout de la politique. C'est ce que Tocqueville appelle l'individualisme. Les citoyens se désintéressent des affaires publiques pour se retirer dans leur sphère privée. Vu qu'ils ne peuvent pas s'occuper des affaires publiques, les citoyens vont déléguer cette tâche au pouvoir central, le seul qui peut faire ça de manière égale. Cela rend chaque individu indépendant et faible. Alors juste pour préciser, Tocqueville emploie aussi le mot débilité, ce qui veut dire faiblesse et non pas stupidité. L'indépendance du citoyen le rend orgueilleux et fier. Mais en même temps, il ressent le besoin d'être conduit, donc le fait de tout déléguer à l'État le rend faible. Un autre sentiment important, c'est l'amour de l'égalité. Cela veut dire que les gens ressentent le besoin d'être égaux. Et plus il y a d'égalité, plus l'amour de l'égalité augmente. Pourquoi ? Comme tout le monde est au même niveau, le moindre privilège va être flagrant. C'est comme sur une surface extrêmement lisse, on sent très rapidement la moindre aspérité. Là c'est pareil, les individus voient de plus en plus les privilèges et leur jalousie leur donne envie de les rabaisser. Donc le peuple va demander une législation toujours plus uniforme, qui va encore plus égaliser les conditions, ce qui va encore plus mettre en avant le moindre privilège, etc. etc. Pour Tocqueville, la bonne manière d'aimer l'égalité, c'est l'excitation qui pousse chaque individu à devenir plus fort. Mais dans ce cas, c'est la mauvaise manière d'aimer l'égalité. C'est la jalousie et la haine de tout privilège. En gros, les faibles attirent les plus forts à leur niveau. Cela mène à l'asservissement général de toute la population. Et cette dynamique est bénéfique pour le gouvernement, car le gouvernement aime l'uniformité. Plus c'est uniforme, plus c'est facile de diriger. L'État n'a plus besoin de traiter les cas particuliers, car tout le monde doit être logé à la même enseigne. Pour finir sur les sentiments,
Les individus adorent l'idée du pouvoir central, mais ils vont constamment détester les représentants de ce pouvoir. Chapitre 4. Dans les chapitres précédents, on a vu que les idées et les sentiments tendent à concentrer le pouvoir. Dans ce chapitre, Tocqueville présente les facteurs qui influencent l'évolution de la centralisation. Il y a des facteurs qui augmentent la centralisation et des facteurs qui diminuent la centralisation. Tocqueville a identifié ces facteurs en étudiant la situation dans différents pays. Facteur numéro 1, la liberté. Plus les individus sont libres, plus la centralisation du pouvoir est difficile. En Amérique, la liberté est ancienne. En effet, les colonies ont importé les institutions britanniques qui avaient déjà une bonne conception des libertés individuelles. Donc, entre citoyens américains, il n'y avait pas de maître ou de serviteur. Alors oui, dans ce raisonnement, il faut exclure les femmes et les esclaves. Bref, chacun savait se gérer lui-même et il n'avait pas besoin de l'État pour s'en sortir. Cela diminue la centralisation. Au contraire, en Europe, les gens n'étaient pas libres avec la monarchie absolue. Une fois que la monarchie est écartée, la tendance sera la centralisation. Facteur 2, les révolutions violentes. Les peuples qui ne sont pas libres en Europe cherchent à faire tomber l'aristocratie. Mais les aristocrates sont les seuls qui savent comment administrer la cité. Donc une fois qu'ils sont éliminés, comme personne ne sait comment diriger ça, tout est délégué à l'État. En France, révolution violente fait référence à la terreur sous la Première République. La terreur est une période où tous ceux qui s'opposaient à la République étaient guillotinés ou fusillés sans discuter. D'ailleurs, les parents de Tocqueville ont failli y passer. Plus tard, Napoléon va devenir empereur, ce qui correspond à une centralisation extrême des pouvoirs. Cet exemple appuie les arguments de Tocqueville. Les Américains, eux, n'ont pas fait de révolution pour devenir libres, car ils l'étaient déjà. Bon, ils ont fait une petite révolution, mais dans le but de devenir indépendants. Facteur numéro 3, l'ignorance du peuple. Plus les citoyens sont ignorants, plus ils sont obligés de se tourner vers le gouvernement, car lui seul est assez habile pour administrer la cité. Donc, plus il y a une différence de connaissance entre le souverain et le peuple, plus la centralisation devient possible. Tocqueville prend l'exemple de l'Égypte où le souverain a fait appel aux lumières de l'Europe pour centraliser le pouvoir et régner sur un peuple ignorant. Facteur numéro 4, la guerre. En temps de guerre, le peuple sent qu'il faut que quelqu'un prenne le contrôle, car il ne faut pas traîner pour prendre des décisions. Donc le pouvoir se concentre plus facilement dans les mains du souverain. L'aristocratie. On a vu que l'aristocratie forme une multitude de pouvoirs secondaires, donc la centralisation est plus difficile. Si le mec au pouvoir aime l'aristocratie, il va ralentir la centralisation pour garder les pouvoirs secondaires. Chapitre 5. Dans ce chapitre, Tocqueville montre qu'avec la centralisation du pouvoir en Europe et en France, il est plus facile d'étendre ce pouvoir dans tous les domaines de la société. Alors je ne vais pas détailler tous ces domaines dans cette vidéo car ça risque d'être un peu long. Pour l'instant, je vais juste énoncer ces différents domaines. Donc, l'État met la main sur le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Il s'immisce dans les affaires sociales, l'éducation, la religion, il gère l'argent et l'industrie et il va même s'étendre jusqu'à la vie privée de chaque individu. Au contraire, dans l'aristocratie avant la Révolution, l'administration de ces domaines était déléguée à plusieurs personnes indépendantes. Avec le renversement de l'aristocratie, il y a eu le renversement de tous ces pouvoirs secondaires et tous ces pouvoirs se sont concentrés dans les mains de l'État. Pour Tocqueville, plus le pouvoir central s'étend, plus les nations se rapprochent du despotisme démocratique. Alors pas de panique, je vais définir ce terme dans le chapitre suivant. Le seul moyen de contrer cette centralisation extrême, ce sont les associations. Quand l'individu est seul, il est faible, car il est au même niveau que tout le monde. Mais à plusieurs, nous sommes plus forts, donc abonne-toi. Non, Tocqueville n'a pas dit ça. En s'associant, les hommes peuvent créer une entité plus forte, plus riche et plus influente, ce qui constitue un contre-pouvoir face au gouvernement. Bon, encore faut-il que l'État ne prenne pas le contrôle de ces associations. Chapitre 6. Dans ce chapitre, Tocqueville précise le fonctionnement du despotisme dans une démocratie. Alors là, il faut vraiment faire attention au terme despotisme, car il a un tout nouveau sens dans le cas de la démocratie. Normalement, le despotisme correspond à un régime où tous les pouvoirs sont concentrés dans la main d'un seul et même homme, qu'on appelle le despote. Mais alors ce n'est pas vraiment compatible avec la démocratie, où le pouvoir est quand même réparti dans plusieurs mains. En fait, le despotisme démocratique désigne le pouvoir central. Ce n'est plus une personne, mais une entité. C'est un despotisme sans despote. Ce nouveau genre de despotisme est qualifié de mou. Tout est modéré. Il ne violente pas les hommes, il ne les tourmente pas, mais il les affaiblit et il les uniformise. Bref, ce despotisme est plus doux et plus étendu. Il est indolore, imperceptible, donc très dangereux. Ce despotisme est aussi qualifié de pastoral, ce qui veut dire qu'il s'introduit dans la vie privée des individus pour les guider. Le pouvoir se charge de leur bien-être. Pastoral fait référence au pasteur, c'est-à-dire la personne religieuse qui guide spirituellement la communauté. Mais pastoral fait aussi référence au berger qui a le rôle de guider son troupeau. D'ailleurs, Tocqueville compare le peuple à des moutons et le gouvernement à un berger. Donc voici les caractéristiques de ce despotisme. Le peuple est une foule d'hommes semblables et égaux.
Ils s'occupent de leurs propres affaires dans le but de se procurer de petits et vulgaires plaisirs. Et on part du principe que le peuple n'est pas capable de se gérer tout seul, car il n'est pas assez éduqué pour ça. Donc au-dessus d'eux s'élève un pouvoir immense qui se charge de veiller sur leur sort en s'assurant qu'ils sont heureux. Ce pouvoir central permet de répondre à leurs faiblesses, à leur besoin d'être conduits. Mais il faut aussi satisfaire leur désir de liberté. C'est le rôle du système représentatif, c'est-à-dire que c'est le peuple qui va élire les représentants du pouvoir central. Le peuple utilise sa liberté pendant un court instant pendant les élections, et il ne va pas vraiment utiliser sa liberté dans d'autres occasions. En effet, vu que le pouvoir central enlève les soucis, il n'y a plus vraiment besoin d'utiliser son libre arbitre en dehors des élections. Il n'y a plus besoin de penser par soi-même, et il n'y a même plus besoin de faire l'effort de choisir sa vie. Donc chacun repart dans la servitude et dans ses petites affaires personnelles. Pour Tocqueville, le système représentatif n'est clairement pas un remède, car cela ne permet pas aux citoyens d'agir concrètement sur les petites affaires politiques du quotidien. Ils peuvent juste choisir comment ça va se passer dans les grandes lignes, et les petits détails seront gérés par le pouvoir central. Chapitre 7. Tocqueville répète que dans un régime démocratique, il faut plus se méfier du despotisme que de l'anarchie. Pour lui, le despotisme n'est pas une fatalité, il peut être évité. Pour cela, il faut sauver la liberté et l'introduire dans la démocratie. Il met en avant 3 remèdes. Tout d'abord, les associations. Elles permettent de regrouper des individus faibles pour construire une entité forte qui pourra avoir une indépendance face au pouvoir central. Cela s'inspire des pouvoirs secondaires de l'aristocratie, sans les injustices. Le deuxième remède, c'est la liberté de la presse. Comme chaque individu est isolé et faible, la presse lui permet d'avoir un contact avec les autres. Le troisième remède, c'est un pouvoir judiciaire qui met en avant les libertés individuelles. Cela veut dire que ce pouvoir doit défendre l'intérêt des individus et non pas l'intérêt du pouvoir central. Cela constitue un contre-pouvoir face à la puissance du gouvernement. Enfin, Tocqueville dénonce les 2 idées contraires de l'époque. Il y a ceux qui pensent que l'égalité va forcément mener à l'anarchie, donc ces gens-là abandonnent la liberté car ils la jugent trop dangereuse, et il y a ceux qui pensent que l'égalité va forcément les mener dans la servitude, donc ils s'y plient volontairement. Pour Tocqueville, il y a un juste milieu qui promet un avenir prospère. Chapitre 8. Dans ce dernier chapitre, Tocqueville prend un point de vue plus personnel. La société démocratique vient tout juste de naître et c'est difficile de prendre du recul sur la question. Il va quand même dire comment il voit la démocratie dans le futur. Il n'est pas super enthousiaste avec l'idée d'une société uniformisée. Il est même prêt à regretter l'ancien régime, mais il reste quand même optimiste car pour lui, les nations démocratiques ont les capacités d'éviter les pièges et elles ont la force de choisir la liberté. C'est fini! Alors il faut prendre le temps d'assimiler tout ça, et pour cela je te conseille de télécharger le résumé. Comme d'habitude, le lien se trouve en dessous dans la description. Bon bah les résumés, c'est fini pour cette année. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que maintenant tu as trouvé la sérénité devant toute cette littérature. Je te souhaite le meilleur pour la suite et je te dis à bientôt.